Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Bieber left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line! Touchdown! 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 Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 401. Raoul Villeroy au micro, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je suis aujourd'hui avec Alain Mattei. Salut Alain. Bonjour Raoul, bonjour à tous. Ça va ? Bah ça va très bien, écoute, j'ai moins de travail aujourd'hui, c'est toi qui gères tout, donc oui, je suis bien, je suis tranquille. Je dois t'avouer que j'avais oublié presque jusqu'à 5 secondes avant de reprendre que c'était à moi de lancer. Heureusement, tout s'est bien passé. Après un premier week-end de wildcard en attaque, le Divisional Round, on va enfin voir les deux champions de conférence en action. Et le sujet du jour, ce seront les Philadelphia Eagles qui ont un gros chantier devant eux. Après le départ lundi du coach Doug Pederson, on va parler de tout ça. On passera aussi à vos questions en fin d'émission. Cette fois-ci, il y en a, alors on en profite. Alain, est-ce que tu es prêt ? C'est parti. Alain, les Eagles, peut-on parler de descente aux enfers, de chute, les ailes brisées, les métaphores des oiseaux sont nombreuses et possibles. On est passé quand même d'un titre de champion en 2018, il y a 3 ans, à aujourd'hui le 5e pire bilan de la NFL, dernier de la NFC, qui est pourtant pas la meilleure des divisions. Plus de coach, pas vraiment de situation claire au poste de quarterback, 74 millions de dollars à libérer dans le salary cap d'après Spotrac. Bon, c'est pas facile. On va en parler un petit peu, notamment du fait de cette récente actualité avec le départ du coach Doug Pederson. Aujourd'hui, mettons, tu es à la tête des Philadelphia Eagles. Quel est pour toi le chantier prioritaire ? Par quoi on commence ? L'attaque, la défense, le coaching staff ? Qu'est-ce qu'il faut d'abord et avant tout régler pour toi ? Beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. J'aimerais pas être le propriétaire, enfin si, j'aimerais bien être le propriétaire des Eagles parce qu'il doit être blindé. Ça va. Mais alors déjà juste petite remarque parce que tu disais 2018 il y a pas si longtemps, c'est quand même une année, c'est beau la NFL, ça va vite parce que c'est l'année où les Jaguars étaient en finale de conférence. Oh oui. Donc on avait les Jaguars et les Eagles qui étaient au moins en finale de conférence cette année. Les Browns qui devaient être au fond du fond. Voilà, donc fin de l'aparté, en fait si tu veux le truc c'est que est-ce que c'est le plus gros bordel de la ligue, si je peux me permettre d'être un peu trivial, je pense que oui, parce que alors les Texans peuvent être challengers tu vois là sur ce point, mais ils ont un quarterback. Ouais, pour l'instant. Mais pour l'instant, voilà, c'est là où... C'est pour ça que je dis ça va venir, parce qu'attention, voilà, à tout moment... C'est là où ça se joue. Après, encore une fois, moi, le problème, si tu es à la tête de Philadelphie aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 grandes questions, à mon sens, pour beaucoup de franchises, qui sont qui est le quarterback, qui est le coach, et est-ce qu'on est en reconstruction ? Et pour ces 3 questions-là, je ne suis pas sûr que Philadelphie ait des réponses claires. C'est un énorme problème. Ouais, surtout je trouve, et je suis complètement d'accord avec toi sur la 3e question, en l'occurrence la reconstruction. Il y a des équipes pour qui on passe un peu l'éponge parce qu'on sait qu'elles ont un projet à long terme. Philadelphie, j'ai l'impression que c'était quand même un effectif qui sur le papier, sans des blessures, aurait pu prétendre à bien mieux que ça. Il y a eu des éléments extérieurs qui peuvent expliquer que ça n'a pas fonctionné, mais quand même, quoi, tu t'attends pas à un résultat aussi compliqué, et ça veut dire que tu peux pas repartir de zéro parce que tu as trop d'éléments, et on l'a dit, il y a des salaires à payer qui vont être importants, il y a des joueurs quand même clés dans l'effectif dont tu vas pas pouvoir te passer de tout le monde non plus. Donc c'est pour ça que ma question c'était par quoi tu commences, parce que est-ce que tu décides de te focaliser sur l'attaque, est-ce que tu décides de te focaliser sur la défense, est-ce que la draft va pouvoir aider suffisamment Écoute, moi je suis pas tout à fait d'accord sur ce constat-là, au sens où je suis même pas sûr que tu aies vraiment des pièces. C'est-à-dire que c'est là où on touche à un problème majeur si on commence par l'aspect reconstruction ou pas. Le manager Howie Roseman a pas franchement un bilan de draft incroyable. Ils sont une des pires équipes de la ligue en termes de retour sur la draft ces dernières années. Il y a certaines stats avancées qui le montrent. Ils sont dans le dernier tiers de la ligue, grosso modo, même si c'est pas une science exacte. Mais s'ils sont en reconstruction, ils n'ont pas gardé le mec qui va les aider.
parce que Howie Roseman n'est pas un bon manager sur la draft. Donc déjà, c'est un problème. Il y a des petites pépites, si tu veux, par exemple. Ils ont sélectionné, alors notamment au niveau des receveurs, il y a des pépites incroyables. Ils ont sélectionné Jalen Reagor l'an dernier, donc au-dessus de Justin Jefferson des Vikings. Ils ont sélectionné aussi J.J. Arcega-Whiteside il y a quelques temps, au-dessus de DK Metcalf et Terry McLaurin. Donc, on peut dire qu'il n'a pas tout à fait l'œil pour ce poste-là. Pas vraiment. Donc voilà, ça c'est un gros problème. Et après, moi je suis pas. Alors il y a la situation financière, tu l'as dit. Ils sont surblindés au niveau du salary cap. Alors je sais que je dis souvent qu'on se débrouille avec ça, mais il y a quand même une limite dans la bêtise, c'est-à-dire que là. Ils sont avant-derniers en termes de ce qu'ils doivent payer. Ils sont allés très très loin. Tu peux t'enfoncer dans le cap et gérer quand tu gagnes. Là, le problème, c'est qu'ils sont en galère. Et je pense que c'est dû en partie au fait que quand tu draftes mal, tu dois aussi surpayer des vétérans pour boucher les trous. Et c'est aussi comme ça qu'ils se mettent là-dedans. Parce qu'ils ne surpayent pas des mecs qui sont très très forts et qu'ils ont drafté. Ils surpayent des Brandon Graham, alors qui est très bon, hein, mais pour moi, le problème il est là. Hein, c'est que qui aujourd'hui dans l'effectif des Eagles est une star, qui est un playmaker, je sais même pas, qui est un titulaire indiscutable partout dans la ligue. En défense, tu pourrais retrouver des vétérans, des noms qui ont été notamment artisans du titre en 2018. Ouais, mais c'est loin, 3 ans déjà. Ouais, c'est vrai. Tu vois, même Fletcher Cox, c'est plus forcément le joueur qu'il était, quoi. En fait, je regarde les 4 plus gros salaires aujourd'hui chez les Eagles. C'est Carson Wentz. On ne sait pas ce qu'il va donner l'an prochain. Fletcher Cox, qui, tu l'as dit, n'est plus tout jeune. Alshon Jeffrey, qui est une énigme totale. Et Brandon Graham. Brandon Graham, d'accord. Faut bien qu'il soit un peu positif. Moi, je l'avais dit pendant la saison sur un fauteuil, par exemple. Je trouvais pas que les blessures étaient forcément une excuse valable pour Philadelphie, parce que tu signes que des mecs qui sont soit âgés, soit déjà sujets aux blessures. Donc, tu récoltes que ce que tu as semé. Et tu peux pas te plaindre que DeSean Jackson soit pas un receveur numéro 1 en NFL cette année. Tu vois, le mec, il était à peine receveur numéro 1 en NFL il y a 7 ans, 8 ans. Enfin, oui, du côté des Niners à l'époque, non ? Non, des Eagles, quand il était son premier passage aux Eagles. C'est vrai. Mais oui, parce qu'il a un peu voyagé après. Mais enfin voilà, le truc, c'est que pour moi, il n'y a même pas d'indiscutable et de direction et de dire on va construire sur ces mecs-là. Et c'est ça qui est le plus dramatique, je trouve, dans cette truc-là, parce que dans les faits, ils devraient être en reconstruction. À la limite, je veux dire, ils ont tanké pour gagner 3 places à la draft, donc ça veut dire que tu es en reconstruction. Donc tu fous tout en l'air. Mais le problème, c'est qui va récupérer les contrats. Enfin, ils sont vraiment dans une situation très très bloquée. Et le problème, c'est qu'en plus, on peut même, dans les faits, ils pourraient être en reconstruction avec n'importe lequel des quarterbacks qu'ils choisiraient, si on en vient au quarterback après, parce que les 2 mecs sont assez jeunes. Donc tu peux dire, bon, on reconstruit autant de ces mecs-là, vu l'âge jusqu'auquel jouent les quarterbacks actuellement. Tu peux dire, c'est même pas le quarterback qui définit s'ils sont en reconstruction ou pas, ils ont même pas un trentenaire. Donc voilà, mais sur la situation financière, sur le salary cap, sur l'effectif actuel, ils sont vraiment bloqués dans un entre-deux où tu peux même pas dire on est à pas grand-chose de gagner le titre parce qu'on est blindé, etc. Je suis même pas sûr que le quarterback soit leur problème principal. Et pourtant, c'est un problème. Oui, c'est un problème. Aujourd'hui, je dis, c'est pas clair au poste de quarterback parce qu'on sait pas ce que voudra faire Carson Wentz, et Jalen Hurts a pas été honteux, hein, mais est-ce qu'il est vraiment un quarterback numéro 1 pour une équipe comme Philadelphie? Ça reste peut-être à prouver. Moi, il y a un truc qui m'inquiète pour Philadelphie l'an prochain, c'est que de ce qu'on a vu des autres franchises de leur division, les Cowboys, les Redskins, la football team, je vais y arriver au bout d'un an, et les Giants, il y a eu des signes encourageants. Je n'ai pas vraiment vu de signes encourageants du côté de Philadelphie, et dans cette division de l'enfer, si déjà t'es pas prétendant à ta division, ça va être très compliqué pour eux d'aller faire mieux que ce qu'ils ont pu faire cette année. Oui, non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas eu grand-chose d'encourageant parce qu'encore une fois, il n'y a pas de direction. Et donc là, on ne sait même plus. La question de la direction, on se posait la question avec le quarterback. Il y a une semaine, on aurait dit, ça penche pour Jalen Hurts parce que Carson Wentz, il embrouille avec Doug Peterson, ça a l'air irréparable, etc. Maintenant, Peterson n'est plus là. Donc, est-ce que ça veut dire que Wentz va avoir une nouvelle chance ? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut quand même que tu embauches un sacré magicien parce que Wentz, il était quand même à la dérive cette année. Mais il y a aussi il compte $30 millions dans la masse salariale si tu l'échanges. Donc ce qui serait un record historique, hein, d'ailleurs. Donc tu vas pas le lâcher, donc peut-être que tu vas prendre un coach qui va lui redonner une chance, mais encore une fois, il faut que le mec soit un magicien. Et dans ce cas-là, donc Hurts il retourne sur le banc. C'est vraiment une situation très compliquée, et donc la clé là-dedans, ça va être quelle direction ils prennent maintenant qu'ils ont dégagé Peterson.
moi, il y en a un qui coche pour moi les cases, puisque tout est lié. En coach c'est Eric Bieniemy, qui est un disciple d'Andy Reid. Donc à Philadelphie, ça passe bien. Il est tendance, offensif. Il sait gagner. Voilà, il sait gagner. A priori, si tu veux relancer Carson Wentz, bon, ça semble être le client. Après, je vais pas te mentir, je préférerais qu'il vienne chez les Chargers, Bieniemy, mais bon. Mais tu vois, alors après, par contre, on parle de direction. Donc déjà, ils ont pris du retard sur les entretiens d'embauche par rapport à toutes les autres équipes, puisqu'ils se lancent dans la course au coach une semaine après tout le monde. Ouais. Mais là où je te dis que je sais même pas s'il y a une direction, c'est que moi je pense que Bieniemy serait bon parce que ça peut coller avec leur quarterback, avec Vance, pour essayer de reconstruire quelque chose. Mais en même temps, les rumeurs disent qu'ils ont contacté Lincoln Riley, qui est l'ancien coach de Jalen Hurts à Oklahoma. D'accord. Donc je sais pas où ça mène. Est-ce que tu fais venir l'ancien coach de Jalen Hurts à la fac pour coacher Carson Wentz ? Le signal envoyé est pas forcément bon. Parce que peut-être que c'est très maladroit et que tu dis oui, c'est pour Vance, mais waouh, le hasard fait mal les choses. Ou alors c'est pour Vance et tu dis parce qu'il connaît Jalen Hurts et qu'il peut le gérer sur le banc et le ménager pour qu'il puisse prendre la place le jour où il y a besoin. Disons que t'as intérêt à bien l'expliquer à Vance au moment où tu suis. Ouais, puis à bien l'expliquer au coach aussi, parce que putain. Ah ouais, là, tu te compliques la chose pour pas grand chose, je pense, si c'est vraiment l'idée générale, quoi. Bon, donc pas mal de choses à faire. J'ai posé un peu la question, mais est-ce que la draft, il y a de quoi trouver des petits bouts pour remplacer un peu rapidement ? Écoute, ils ont le 6e choix, ce qui me semble être un avantage décisif. C'est par mieux que le rapport au 9e. Ah ouais, exactement. Ça va être la blague de l'intersaison. Exactement. Non, moi je pense que honnêtement, les facteurs décisifs, ça va vraiment être s'avouer que la direction c'est de reconstruire. Donc essayer de dégraisser au maximum, quitte à morfler pendant 1 an sur certains contrats, voilà. Et en effet, essayer de bien drafter, essayer d'échanger le plus de mecs possible contre des choix, même des choix de fond de draft, tant que tu dégraisses et puis que tu récupères des mecs. Quitte à récupérer du choix de draft 2021, essayer de monter des échanges, bidouiller, enfin voilà. Mais voilà, et après prendre un cap clair avec un coach qui est là pour une reconstruction, avec, dans l'idéal, une direction claire. Mais moi, si je dois conclure là-dessus, c'est que le plus gros point d'interrogation reste le manager général, Howie Roseman, qui est toujours là. Donc, comme c'est lui qui a eu du mal à donner un cap à cet effectif, il est toujours là. Donc, moi, je sais toujours pas quel cap il veut prendre. On en saura peut-être un peu plus dans une semaine ou deux quand ils auront un coach. Mais aujourd'hui, ça reste un des plus gros foutoirs de la NFL à mon sens. Ouais, je suis d'accord avec toi. Objectif reconstruction avouée et assumée pour les Eagles. Sinon, on se prépare encore à de longues années de complexité. Voilà pour notre petit point sur la situation des Philadelphia Eagles. On passe tout de suite aux affiches de la semaine. Salut, c'est Laurent du Journée Tardif en direct de Miami et vous écoutez Touchdown Actu. Ah, que ce générique me fait du bien à chaque fois. Merci de le mettre. On fera genre que je me suis pas gouré et que j'ai pas inversé les jingles que j'avais prévus pour la NFC et la FC. Non, bien sûr, puisque on parle bien sûr de la NFC dans laquelle ne jouent pas les Kansas City Chiefs, mais dans laquelle ne joue pas non plus Laurent Duvernay-Tardif, puisqu'il n'a pas joué cette année. Alors, les affiches NFC, on commence avec les Rams qui ont fini à 11 victoires et 6 défaites, qui ont gagné la semaine dernière, qui vont jouer chez les Green Bay Packers, qui ont fini à 13 victoires et 3 défaites. Ce sera le premier match de votre week-end de Divisional Round, ce sera samedi à 22h35. Les Rams qui sont sortis du piège Seahawks, dans lequel les Seahawks se sont jetés eux-mêmes, et ils retrouvent la meilleure attaque de la ligue. Ça tombe bien, ils ont la meilleure défense de la ligue. Alain, c'est peut-être les affrontements qu'on va vouloir voir qui vont être les plus sympas. Rodgers versus Donald, Adams versus Ramsey. On va voir ce que ça peut donner au top niveau à ce moment de la compétition.
clairement. Je pense que c'est enfin, c'est force contre force, donc tu regardes toujours ces trucs-là. T'as le meilleur, probablement le MVP de l'année contre probablement le meilleur joueur défensif de l'année, avec Aaron Donald et Jalen Ramsey, un prétendant au titre de défenseur de l'année aussi. L'équipe qui a marqué le plus de points contre celle qu'on lâche le moins, donc c'est un énorme défi pour les deux escouades. Le match-up Davante Adams contre Jalen Ramsey, c'est ça quand va même faire des étincelles. très très alléchant. Rodgers qui a une évaluation de 136 quand il lance vers Adams cette année, mais il a lancé 3 de ses 5 interceptions en cherchant Adams. Donc il va être obligé d'aller taquiner Jalen Ramsey. Et Jalen Ramsey, lui, il autorise que 68.6 au niveau de l'évaluation. Donc le delta va peut-être se situer entre les deux. Je pense pas que... Mais voilà, c'est très très costaud clairement sur ce duel-là. Ce qu'il ne faut pas faire oublier, c'est que c'est très très fort ailleurs dans l'attaque des Packers et ailleurs dans la défense des Rams. Oui, alors j'allais te dire, dans les autres match-ups, du coup, au moment où les Rams ont le ballon, il y a aussi de quoi proposer un peu, notamment, alors on a vu un gros K-Makers sur le match de Wildcard. Il se pose quand même la question du quarterback du côté des Rams, puisque Jared Goff a joué pour 9 sur 19 à la passe, 155 yards et un touchdown, malgré un pouce blessé. Il semblerait qu'il joue ce match. J'ai pas de toute façon, Wolford, lui, il est parti. Mais à quel niveau il est vraiment ? Je sais que dans la rédaction de Touchdown Actu, des gens, notamment Raphaël Masmejean pour ne pas le citer, ne sont pas les plus grands fans de Jared Goff, mais il est capable d'assurer de faire le taf quand il est bien soutenu au sol. Est-ce que sur ce match-là, avec un run-stop de Green Bay qui n'est pas exceptionnel, qui est dans la moyenne, ça peut aussi aider un petit peu Los Angeles ? Ça représente un motif d'espoir, oui, on va dire, à minima. Après, j'ai du mal à m'imaginer que cette équipe de Los Angeles ait une chance si elle passe pas les 25 points, on va dire. Je suis d'accord. Et ça semble quand même assez compliqué. C'est-à-dire que Cam Akers a été magnifique dans la rencontre précédente, mais est-ce qu'on pense vraiment qu'il peut marcher à lui tout seul sur les Packers alors, ils ont eu des trous d'air contre le sol cette année, l'année dernière en playoff, très bien, mais c'est quand même une défense où il y a des All-Pro aussi. Il y a Zadarius Smith et Jair Alexander qui ont été sélectionnés dans l'équipe All-Pro. Donc, c'est pas une défense qui est abominable. Et en face, on a des Rams qui ont l'air quand même extrêmement diminués. Alors, Wolford, il est pas totalement out, si j'ai suivi les derniers trucs. Il avait un air pincé en fait dans la nuque, et donc c'est pas une commotion, donc il serait peut-être pas forcément encore forfait, mais je veux dire, il faut pas se faire d'illusions. Il avait plutôt bien joué en début de match avant de sortir, mais c'est pas forcément le quarterback que tu as envie d'avoir pour un deuxième tour de playoff tout de suite. Goff, tu l'as dit, il y a le pouce cassé, il a des broches dans le doigt, c'est pas idéal, et c'est déjà pas le quarterback dans lequel on a le plus confiance quand il a sa main en entier. Donc voilà, c'est l'énorme problème des Rams. C'est-à-dire que si j'allais dire par miracle, et même pas parce que leur défense peut faire quelque chose, donc même pas par miracle, mais si leur défense arrive à tenir, ce qui est un énorme défi. Le deuxième problème vraiment, c'est qu'ils n'ont pas forcément une attaque qui peut aller prendre le dessus sur cette défense de Green Bay là. Donc défense de Green Bay qui arrive reposée, qui arrive déterminée, qui ont probablement pas l'envie de connaître la même déception en playoff que l'an dernier, notamment contre le jeu au sol. Donc à partir de là, ça semble être quand même le point rédhibitoire pour moi du côté de Los Angeles. Oui, de toute façon, il va falloir avancer. Tu disais 25 points tout à l'heure. Effectivement, ça semble tout à fait atteignable pour les Packers. Mais on en revient quand même à ce qu'on disait au début de la preview de ce match-là. C'est quand même une énorme défense qui accorde très peu de points aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les shut down, qu'ils vont les museler, comme on dirait en français. Mais on ne sait jamais. Aaron Rodgers, ça lui est arrivé de passer à côté de certains matchs, et pas que en saison régulière. Alors ok, il sort d'une saison exceptionnelle. Ça ne veut pas dire que c'est toujours hyper consistant. Bon, là, je suis peut-être un peu sévère. Il est très consistant. Il lui arrive d'avoir des errements. Est-ce que ce match-là ne peut pas être un errement avec un Aaron Donald qui serait sur sa tête 2 snaps sur 3 et Jalen Ramsey le 3e snap sur 3 avec le ballon dans les mains? Alors, je suis pas sûr qu'on voit un truc, tu vois, comme Seattle. Je pense pas qu'ils lui fassent subir ce qu'ils ont fait subir à pas la même ligue Russell Wilson.
C'est ça, déjà c'est pas la même dynamique, et puis en fait c'est là où je trouve que ce match-up il est encore plus intéressant et qui dépasse le cadre du Adams-Ramsey, c'est que Robert Tonyan, Allen Lazard, Marquez Valdes-Scantling, ils peuvent aussi faire des belles choses, mais qu'en même temps il n'y a pas que Ramsey qui fait une grosse saison, les autres defensive backs sont aussi bons du côté de Los Angeles en ce moment, le front seven autour d'Aaron Donald a très bien joué sans Aaron Donald d'une bonne partie du match la semaine dernière, contre une super ligne offensive de Green Bay, donc il y a vraiment là aussi un match-up hyper intéressant entre ce front seven et la ligne offensive, et puis on l'oublie beaucoup trop souvent à Green Bay, mais Aaron Jones c'est un super coureur, et il joue contre la 3e défense au sol, donc il y a vraiment du costaud dans tous les sens dans ces match-up, et je peux pas te dire si Aaron Jones va prendre du rythme, parce qu'il a eu quelques gros matchs qui ont bien aidé aussi cette attaque. Donc je sais pas si Aaron Jones va gagner son match-up, je sais pas si les Tonyan, Lazard, etc. vont gagner leur match-up contre les autres, je sais pas si Aaron Donald et Front Seven vont gagner leur match-up contre la ligne offensive, même s'il manque David Bakhtiari, ce qui est évidemment un problème, mais pour moi c'est un régal, parce que franchement j'ai du mal à savoir qui va prendre le dessus là-dedans, mais en même temps, est-ce que les Rams peuvent marquer suffisamment de points, même si leur défense arrive à contenir les Packers, je sais pas, autour de 21, 23, tu vois. Est-ce que ça suffit pour qu'ils gagnent? Je sais pas. Moi, ce qu'il faudrait faire sur ce match-là, c'est, on dit que c'est toujours attaque de Green Bay contre défense des Rams, et si Green Bay marque, on prend les points, et s'ils marquent pas, c'est les Rams qui marquent des points. Et on recommence comme ça à l'infini. Ça serait bien, non? Comme ça, on serait sûr d'avoir toujours du force contre force, ce serait si petit. Ouais. Non, mais c'est intéressant aussi, hein, après le match-up dit faible, entre guillemets, mais j'ai tendance à penser que sur un premier match de playoff, la défense de Green Bay semble avoir quand même l'avantage sur cette attaque des Rams qui est plus celle quand même qui est allée au Super Bowl il y a 2-3 ans, donc on est d'accord. Bon, il va maintenant falloir se mouiller un petit peu. Je l'ai pas fait au début, je peux vous donner quand même les résultats des pronostics de la rédaction, mais s'il te plaît. Je sens que ça te tenait à cœur, puisque il se trouve que la semaine dernière pas du tout, Alain a été le seul à obtenir 8 points, en l'occurrence avec 4 bons pronos sur 6, là où tout le reste de la rédaction avait seulement 3 bons pronos sur 6. Alain avait bien vu la victoire des Ravens, bravo. Mais oui, seul contre tous sur la mare, les gars. C'est vrai, et je vais pas reparler des Rams, ça m'énerve. Donc les scores actuellement sont les suivants. Alain est en tête à 187 points, Raphaël est deuxième à 179, Grégory troisième à 175, et Camille et moi sommes toujours à égalité au fond avec 172. Ça va forcément changer la semaine prochaine. J'ai fait exprès de voter contre certains des autres membres de la rédaction. Mais en attendant, sur ce match, Alain, quel est ton pronostic ? Je tiens à dire que j'ai la grosse pression, parce que si je ne perds pas de points sur Raphaël cette semaine, je suis mathématiquement assuré de la victoire dès cette semaine. Tout à fait. Ce serait incroyable. Je tiens à dire que j'ai une réputation de loser des pronos à cause des 2 premières années du podcast, où en effet, je crois que c'est la 2e année du podcast, sans mentir, j'avais fait un 0 sur 16 sur les playoffs, c'était une guigne mais incroyable. Ceci étant dit, j'ai gagné les pronos l'an dernier et je suis en tête cette année, donc il faut, voilà, je sais que la réputation sur les pronos et de la gang me collera toujours à la peau, mais en vrai, depuis 2 ans, je suis en feu. C'est pas tant les pronos, c'est surtout la hype que tu mets sur une équipe qui oui, maintenant c'est les hype. Ouais, maintenant c'est les hype. Ceci étant dit, pronos Packers. Pronos Packers pour moi aussi, et comme il y a que 4 matchs, je vous donne celles des autres, mais en l'occurrence, Grégory et Camille ont pris les Packers et Raphaël a pris les Rams. Alors déjà, il y aura un petit écart sur ce match-là. Ouais, après je sais pas s'il va pas changer, parce que il nous a dit que il hésitait. Bon. Ok, alors je donnerai pas les pronos suivants alors, parce que on les met sur le site de toute façon. Voilà, alors je ne dis plus rien, on se laisse le temps de réfléchir jusqu'au match. Match suivant toujours en NFC, en l'occurrence c'est la 2e affiche, ce sera la dernière celle-ci de votre week-end, puisque ce sont les Tampa Bay Buccaneers qui ont fini à 12 victoires 5 défaites, qui vont jouer chez les New Orleans Saints qui ont fini à 13 victoires 4 défaites. Ce sera dans la nuit, non ce sera pas le dernier, pourquoi j'ai dit que c'était le dernier, si c'est ça, c'est dans la nuit de dimanche à lundi, et ce sera à minuit 40. Ce sont des horaires un peu spéciaux. Vous allez voir que les horaires du dimanche sont spéciaux. Là c'est minuit 40, donc de toute façon si vous avez regardé le match d'avant, vous serez là. C'est vache de la NFL, parce qu'ils nous enlèvent le match de 19h du Divisional Weekend qu'on avait les autres années. C'est ça, mais bon, je pense que après tout ils pensent à leur marché avant le nôtre, et c'est à peu près compréhensible. Je pense qu'ils programment pas toujours en pensant à la France. Non. Alors Tampa Bay Buccaneers contre New Orleans Saints, on l'a dit. Alors là évidemment on peut partir dans toutes les stats que tu veux, sur l'âge des quarterbacks, sur le nombre de touchdowns lancés par ces quarterbacks dans leur carrière. En l'occurrence c'est les 2 meilleurs lanceurs de touchdowns de l'histoire. Tom Brady versus Drew Brees. C'est évidemment pas les deux qui vont s'affronter en direct pendant le match, mais on est obligé quand même de noter l'exceptionnalité de la présence de ces 2 mecs à ce niveau-là.
Alors l'âge combiné, c'est 42 et 43 ou quelque chose ça fait comme 85 ans, je crois, combiné. C'est le plus vieux match-up de 42, l'histoire. 43. En termes d'âge combiné des quarterbacks, c'est le plus vieux match de l'histoire de la NFL. Avec 85 ans à eux deux. Ils ont 43 et 42, donc c'est ça. C'est ça. C'est ridicule sur le papier. Ça ne devrait même pas pouvoir arriver, et pourtant c'est le cas. C'est surtout que maintenant, on est face à des mecs qui pourraient être le père en fait de Josh Allen ou de Lamar. Oui, largement. Grosso modo. Ouais. Donc voilà, c'est la vieille génération, mais qui fait de la résistance, parce que quand ils pensent, on en reparlera peut-être après dans la FC, mais on a, je crois, 24 ans de moyenne d'âge ou quelque chose comme ça, 24 ans et ans et 340 jours, allez. C'est ça, dans la FC, alors que c'est 36 piges du côté de la NFC, c'est délirant. Et encore, c'est Jared Goff qui fait baisser très largement la moyenne. Hein. Oui, parce que sinon, donc t'as 43-42 et Rodgers c'est 37, si je dis pas de bêtises, dans ces eaux-là. Donc oui, c'est vraiment. Après là, je pense qu'on est déjà dans la nouvelle ère. Hein. Brady et Rodgers, c'est des exceptions. On l'a déjà dit des tonnes de fois, mais c'est incroyable ce qu'ils font. Pour parler du match, on a quand même un match assez exceptionnel. Alors, ils sont quand même pas tout à fait au même niveau tous les deux, malgré leur âge à peu près similaire. Et j'ai envie de dire que c'est quand même le plus vieux là qui aujourd'hui attire le plus les projecteurs. Et on reparlait de match-up force contre force. L'attaque des Buccaneers contre la défense des Saints, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être quelque chose, je suis d'accord avec toi, je vais pas forcément me refaire les amis du côté des Saints, mais tout le monde est à peu près d'accord, j'espère, en disant que Breeze, malheureusement, sur l'impression donnée sur les derniers matchs, oui ça gagne, mais ça m'a l'air toujours compliqué de lancer des ballons loin, et heureusement qu'il y a la soupape Alvin Kamara de temps en temps. En l'occurrence, commençons par Tom Brady et les Buccaneers. Lui de son côté, j'ai l'impression que rien n'a changé. C'est que ça continue d'être toujours aussi impressionnant de régularité et de maîtrise du truc, quoi. Il a la balle en main, il a ses receveurs, pas de problème, couverture, vous envoyez ce que vous voulez, ça joue, il y va. Il s'adapte de mieux en mieux à son système, parce que c'est pas tout à fait de la distribution façon Patriots, mais franchement, oui, il monte en puissance. On parle beaucoup de montée en régime ces dernières semaines pour beaucoup d'équipes. Ils ont perdu 2 fois donc, contre Tampa cette année. Ils prennent une volée lors du dernier. Mais ils sont quand même, c'est ça. Mais ils ont quand même très très bien monté en régime depuis. La dernière fois justement qu'ils ont marqué moins de 26 points, c'était ce 38-3. Depuis, il y a dû avoir 6 ou 7 matchs où ils marquent régulièrement. Ils ont tout le temps marqué plus de 26 points. Donc ils sont montés en régime. Après, et c'est normal, il y a on voit comment Brady utilise toute sa palette de cibles maintenant, puisqu'il touche des Browns comme des Cameron Brate, comme des Gronkowski ou des Mike Evans ou des Chris Godwin. Donc c'est énorme, il y a une puissance de feu qui est énorme. Ceci étant dit, si tu veux te refaire des amis du côté de New Orleans, il faut souligner la qualité de leur défense. Sur le match contre les Bears, alors c'est les Bears, mais 11 first down autorisés sur 10 drives. Ouais, c'est vrai. Donc 4 sur le dernier drive qui sert à rien. Oui. Donc ça a forcé un nombre de 3 and out incroyable. Donc ils ont une défense qui est très 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 forte. Après la question elle est la même que pour toutes les équipes qui jouent les Buccaneers, c'est est-ce qu'ils ont assez de matos pour tenir tous les mecs d'en face? Voilà, la ligne offensive, il y a du monde à l'arrière. C'est peut-être sur l'arrière que je me pose un peu de questions. Il y a Marshawn Lattimore qui fait un peu office peut-être de tête d'affiche. Mais est-ce qu'autour de lui, on va réussir à tenir, comme tu dis, l'offensive élargie en fait de Tom Brady et de ses receveurs? Ça me paraît difficile. En tout cas, c'est une des clés du match. On a vu sur le match précédent en plus que l'attaque aérienne de Tampa avait ouvert un peu le jeu au sol et que Fournette, je sais plus si c'est Fournette ou Jones qui passe les 100 yards, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, il y avait eu du boulot sur l'attaque, qui avait ouvert du jeu au sol aussi, donc ça s'était transformé quasiment en double menace, alors que c'était pas toujours la spécialité de cette équipe les dernières semaines. Donc voilà, c'est vraiment c'est vraiment très compliqué comme match-up, mais encore une fois, on a une défense de New Orleans qui est aussi très bien montée en puissance et qui porte cette équipe quand même littéralement actuellement. Donc franchement, là c'est un peu comme le Rams-Packers. J'aurais tendance à donner un petit avantage à l'attaque parce qu'il y a beaucoup de cibles, mais je serais pas étonné non plus qu'ils perturbent bien Brady et qu'ils ouvrent ce match. Et la question, elle est un peu comme les Rams pour les Saints, c'est savoir combien ils peuvent marquer de points et à quel
seuil de bascule, tu vois, au niveau de points, c'est bon pour eux. Je viens de retrouver, c'est Leonard Fournette qui a eu 132 yards la semaine dernière, avec 39 yards à la réception. Effectivement, c'est pas sa force principale. Est-ce que, dans ce genre de cas, évidemment, c'est deux mecs qui ont largement l'habitude des playoffs et de ce niveau de concentration, de tout ce que tu veux, de connaissances. Est-ce que le fait que Drew Brees soit toujours dans le même système par rapport à Tom Brady, qui oui a un an, a déjà un an dans les pattes, mais c'est quand même pas exactement la même chose que l'expérience qu'a Drew Brees avec toute son équipe et tout son coaching staff et tout ce qui est autour de lui, est-ce que ça peut jouer à un moment ? Oui, et j'ajouterais que, avec tout le respect que j'ai pour Bruce Arians, Sean Payton, c'est quand même encore un cran au-dessus en termes de coaching offensif. Par rapport à Matt Nagy, tu veux dire ? Non, je veux dire Sean Payton par rapport à Bruce Arians. Oui. Je trouve que Sean Payton se débrouille toujours très très bien avec son attaque. Il s'adapte toujours très très bien au matos qu'il a. Sur le dernier match, alors Brees a plus un bras canon, mais il le met quand même dans le rythme et ils arrivent à trouver des solutions en le mettant dans un bon rythme où il s'appuie sur des passes précises. Il va pas faire éclater les couvertures en profondeur, mais ils arrivent à s'appuyer là-dessus. Donc c'est un match-up qui est intéressant au sens où Tampa a pris 375 yards contre Washington qui était donné pour mort sans Alex Smith, donc il y a des vraies questions. Ils n'étaient pas au top. Il y a le retour de Devin White au cœur de la défense, mais c'est pareil, tu parlais des defensive backs de New Orleans. Ceux de Tampa font un gros début de saison. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent tenir tout ce qu'il y a en face. Et d'autant plus, j'ai envie de te dire que c'est peut-être moins glamour. C'est pas Antonio Brown, Rob Gronkowski qui sont des noms un peu clinquants et tout. Mais derrière Michael Thomas, Emmanuel Sanders, Jared Cook et Deontay Harris qui est sorti sur le dernier match, c'est aussi des très bonnes cibles. Et il y a aussi beaucoup de choses à tenir. Si en plus tu rajoutes Alvin Kamara, évidemment, qu'il faut pas oublier qu'il va sortir du backfield. Les Buccaneers ont plutôt bien tenu Alvin Kamara au sol sur les matchs qu'ils ont joué contre lui. Mais il y a en plus cette sortie-là. Donc il y a beaucoup d'armes aussi à tenir. Sur du côté de New Orleans, Carlton Davis a été ralenti par une blessure en fin de saison. C'est un gros défi et c'est pas impossible avec un mec intelligent comme Sean Payton, avec un mec intelligent comme Drew Brees, de trouver du rythme, de faire du mal à cette défense de Tampa et d'aller marquer des points. Si ta défense à toi elle embête Brady, ce match il est serré. Alors il n'y a pas vraiment de public, donc tu n'as pas l'avantage vraiment du terrain, mais voilà, c'est à la maison. Ouais, en plus. C'est un match qui est tout à fait jouable pour New Orleans. Je suis d'accord avec toi que le côté arsenal élargi des Saints, il fait plus peur que celui des Buccaneers, dans la mesure où Alvin Kamara forcément apporte un poids indéniable, là où oui, tu as beaucoup de receveurs chez les Buccaneers, mais le jeu au sol n'a pas cette dimension que peut prendre Kamara et qui peut complètement faire basculer un match. Effectivement, ça va être intéressant et ça va, mais à ce niveau-là de la compétition, c'est souvent le cas, ça peut se jouer beaucoup aussi un peu au coaching avec un Bruce Arians et un Sean Payton de l'autre. Ça promet de belles adversités. C'est la première fois d'ailleurs, sache-le, que ces deux équipes se rencontrent en play-off. Ça n'était jamais arrivé de l'histoire de la NFL, donc ce sera une première pour tout le monde. Ton pronostic sur ce match, Alain? Écoute, avec tout ce que je viens de dire sur les Saints, parce que j'étais parti sur autre chose, mais en tout cas, il est beaucoup plus incertain que, tu vois, avant de le dire à voix haute, je l'imaginais plus en faveur de Tampa sur la dynamique actuelle, notamment en attaque. Je vais dire, mon pronostic, c'est la retraite de Drew Brees. Mais ça ne rapporte pas de points au pronostic de la rédaction, tu le sais. Je veux dire je vais dire la retraite de Drew Brees dimanche soir. Donc victoire des Buccaneers. Allez, je vais dire Tampa. Mais il est plus serré que... Il est plus serré. Ouais, il est très serré. Il paraît, oui, je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est tout bête. J'ai pris les Buccaneers pour essayer de prendre un point à Raphaël. Oui, parce qu'il est parti sur les Saints. Oui, alors du coup, il n'a pas le droit de changer, parce que bon, au bout d'un moment, moi, je me suis mouillé, alors zut. On le redit aux auditeurs. Normalement, on bloque notre fichier de prono le jeudi soir. Oui. Bon, là, en l'occurrence, on s'adaptera s'il y a besoin. C'est vrai qu'on a pris un peu d'avance. Oui, mais c'est pour que vous puissiez en profiter aussi. Voilà pour ce match. On passe, après un petit jingle, aux affiches AFC. Playoffs? Don't talk about playoffs. You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game. Jim Mora, toujours là pour parler des playoffs.
Tu sais qu'à la base, j'avais prévu de mettre ce jingle juste pour la première émission de preview de playoff. Et en fait, je l'aime tellement que je le mets dans toutes les émissions maintenant. C'est très très drôle. Il était chez qui? Il était chez les Bills lui? Non, les Colts. C'était chez les Colts, c'était chez les Colts. Les Colts qui ne sont plus là, mais il y a deux autres matchs d'AFC malgré tout. En l'occurrence, le premier match, ce sera le match entre les Baltimore Ravens qui ont fini à 12-5 et les Buffalo Bills qui ont fini à 14-3. Ça, ce sera dimanche à 21h05. Attention, pas de match à 19h, ce sera bien dimanche à 21h05. Alors, les Ravens qui ont peut-être un peu surpris. Alors, le match n'était pas forcément gagné d'avance pour Tennessee, mais on avait l'impression que de ce qui s'était passé l'an dernier, de la dynamique du moment, de peut-être des incertitudes du côté de Baltimore, Tennessee était favori, et en l'occurrence, ce sont les Ravens qui se sont sortis du piège, je sais pas, qui ont gagné ce match-là, en tout cas 20-13 la semaine dernière, et qui se retrouvent face aux Buffalo Bills. Encore une fois, ils sont peut-être pas favoris, parce que les Bills ont une meilleure dynamique, les Bills ont fini très fort la saison, ont commencé très fort la saison, ont fait une très forte saison, et pourtant, de ce qu'on a vu la semaine dernière, j'ai envie de croire que ce match, comme le précédent dont on vient de parler, peut être très serré sur le papier. Parce que rien n'est certain de chaque côté, en fait. Ah, moi, tu prêches un convaincu, puisque j'avais annoncé petit run des Ravens, équipe surprise des playoffs, tout ça. Donc oui, ils sont sur une bonne dynamique. Après, il y a un truc que j'ai appris ce matin et qui m'a fait franchement peur pour eux. Je savais pas que Lamar Jackson n'avait jamais joué dans la neige de toute sa vie. Donc pour un mec qui court beaucoup au niveau des appuis, n'empêche, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que c'est quand même particulier. Oh, le terrain, il est à peu près. Oui, il est un peu chauffé, je pense. Oui, en plus, je pense que du côté de Buffalo, ils sont à peu près organisés pour ça. Après, tu me diras, c'est plus pour les appuis des défenseurs que c'est embêtant pour l'attraper. En plus. Et puis la neige, ça glisse, je sais pas. Ouais, non, mais moi j'adore ça, hein, mais c'est particulier. Après, en plus, s'il faut lancer sous la neige, déjà que je serre un peu les miches à chaque fois que je vois Lamar Jackson lancer une passe. Bon, je suis pas hyper convaincu. Mais après, voilà, je pense que les deux quarterbacks, quoi qu'il arrive, vont être testés de toute façon. Oui. Parce que Jackson, même s'ils ont un jeu au sol qui est énorme, il va bien falloir qu'il lance quelques passes. Et ça me rassure toujours pas. Oui. On est d'accord. Josh Allen, lui, à l'inverse, il va faire face à une très 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 bonne défense. Donc les deux vont être testés. C'est ça. Lequel a le défi le plus dur selon toi? Josh Allen dans ses passes avec Diggs, mais pas seulement face à cette défense aérienne, ou alors Lamar Jackson dans son jeu au sol personnel à lui propre? C'est pas évident. Franchement, les deux tests du coup sont très différents, hein, en l'occurrence. Les Bills sont pas encore une fois, les Bills sont pas les meilleurs contre le sol. Ils ont autorisé beaucoup de yards à Indianapolis au tour précédent. Ils ont autorisé 163 yards au sol à 5,4 yards par course. Donc a priori, les Ravens devraient pouvoir mettre en place leur jeu au sol et faire mal. Mais Jackson va devoir lancer, et il y a Tre'Davious White en face, et il y a une défense qui sait faire des bonnes choses quand même. Donc ça peut être vite un problème. Est-ce qu'ils vont réussir à aménager pour que ce soit des passes rapides, jouables, faciles entre guillemets, ou avec des mecs très ouverts? Je leur souhaite, parce que encore une fois, dans des conditions très froides, avec une équipe qui connaît mieux les conditions que toi en face, oui. C'est un gros défi. Je serais tenté de dire Jackson. Est-ce que je me rends pas forcément compte, mais est-ce que tu défends de la même manière un jeu au sol quand c'est un coureur ou quand c'est un quarterback comme Lamar Jackson? Ah bah non, mais là le problème il est là, c'est que justement c'est beaucoup plus compliqué de défendre Jackson, qui en plus est plus rapide que la plupart des coureurs. Il est très rapide. Et voilà, il faut le surveiller, il faut avoir quelqu'un sur lui. Donc ça va être un des enjeux, et ça va être justement aussi un des enjeux pour la défense de Buffalo, c'est-à-dire savoir est-ce que tu mets beaucoup de monde. Je pense que elle est là la question pour toutes les équipes qui les jouent, c'est que tu blindes la boîte et tu le forces à lancer. Grosso modo, il faut en faire un passeur d'une manière ou d'une autre. Il faut le surveiller, il faut l'empêcher de sortir de la poche, il faut le forcer à te battre avec son bras. Voilà, ça va être l'enjeu. C'est pas comparable parce que Derrick Henry, par exemple, est pas du tout le même profil de joueur, et que les Titans sont un quarterback dédié à lancer. Mais tu vois, c'est un peu comparable en un sens à ce qu'a fait Baltimore avec Tennessee, c'est-à-dire de dire bon bah il va falloir que vous lanciez le ballon, les gars. On met tout le monde dans la boîte. Derrick Henry il passe pas, vous allez lancer. Il faut que du côté de Buffalo, tu adaptes plus ou moins un plan de jeu dans cet esprit-là, je dis pas dans la même application, mais dans cet esprit-là, de dire on va empêcher au maximum Lamar Jackson de sortir de sa poche,
et va falloir nous battre traditionnellement, quoi. Et est-ce que tu parlais de mettre un type limite en solitaire sur Lamar Jackson, est-ce qu'il y a du monde pour le faire du côté de Buffalo? Je pense notamment à Matt Milano, est-ce qu'il serait capable de faire un truc comme ça, de le surveiller en permanence? C'est un peu le problème, il n'y a pas grand monde qui peut suivre en 1 contre 1 Lamar Jackson, donc ça va plus être des dispositifs de surveillance entre guillemets qui sont établis pour protéger en tout cas les espaces vers lesquels il pourrait aller, mais non, c'est tout le problème, il n'est pas à 2 saisons à plus de milliards pour rien, hein. Non. C'est qu'il est très très difficile à défendre, donc c'est un énorme challenge pour la défense de Buffalo. Ouais, effectivement. Maintenant, voilà, il y a ce challenge pour la défense de Buffalo. De l'autre côté, il y a le challenge pour la défense de Baltimore de réussir à tenir le meilleur receveur un des meilleurs receveurs de la saison, en l'occurrence Stephen Diggs, de tenir Josh Allen. Et puis, Josh Allen, il est capable de courir. Évidemment, c'est pas Lamar Jackson, mais il est capable de créer quand il y a besoin un peu d'avancement pour son équipe. Et puis, pourquoi pas avoir un peu d'aide au sol avec Devin Singletary aussi. Cette attaque de Buffalo, j'ai du mal à l'imaginer complètement muette sur ce match. Bah tu vois, je sais pas, parce que moi je serais pas étonné, alors je leur souhaite pas du tout, hein, mais je serais pas étonné que ils puissent avoir un match très difficile, parce que c'est un peu le schéma. Alors c'est intéressant à planifier pour Baltimore, je pense, pour eux, parce qu'ils ont eu une semaine dernière où ils mettaient tout le monde dans la boîte pour forcer à lancer. Là ça va être un peu l'inverse, parce qu'ils ont perdu Zach Moss, donc ils perdent une dimension au sol quand même, les Bills. Et là tu vas mettre moins de gens dans la boîte, tu vas avoir beaucoup plus d'options et de flexibilité sur tes schémas, et il va falloir défendre un mec qui est beaucoup plus passeur et qui a fait des très bonnes semaines à la passe ces derniers temps. Donc autant Don Martindale, le coordinateur défensif, a eu un traitement spécial pour Derrick Henry, autant je pense qu'il peut préparer un truc pour Stephen Diggs. Et là, si tu commences à préparer un truc sur Diggs, si Marlon Humphrey fait pas un mauvais match ou que tu lui mets un safety pour l'aider, voilà, faut voir ce que vont faire Cole Beasley et les autres. Il y a quelques bons joueurs, hein. John Brown aussi peut faire des choses, hein, c'est pas le souci. Mais ils peuvent préparer quelque chose comme ça. Et si déjà tu limites Diggs et qu'ils n'ont pas beaucoup de jeux au sol, ça commence à limiter les options. Parce que c'est une défense complète et intelligente. Ça devient plus dur. Maintenant, on en a parlé au moment du match entre les Saints et les Bucks avec 2 coachs talentueux à leur tête. John Harbaugh, il y a rarement plus expérimenté en AFC aujourd'hui. Évidemment, il y a Bill Belichick ou Tomlin, mais lui est clairement dans le haut du panier des coachs AFC et Reid, bien sûr. Mais en face, Sean McDermott, je ne l'ai jamais caché que je suis un grand fan du bonhomme, mais aujourd'hui, cette équipe, je crois qu'elle a le succès qu'elle a parce qu'il est là aussi. Et sans doute est-il capable de trouver quelque chose pour réussir à faire avancer son équipe, quand bien même il doit s'adapter en plein match. Oui, et je pense qu'ils ont quand même l'avantage du terrain, l'avantage du climat. Il y aura du public normalement un peu. Il y aura du public, ouais. Il y aura du public, quelques milliers de personnes. Mais du côté de Buffalo, ils font du bruit. Oui. Donc franchement, je pense que le pronostic, parce que c'est pareil, hein, heureusement que tous les matchs sont serrés à ce stade de la compétition, tu me diras. Mais je pense que c'est un pronostic qui dépend de votre foi en la capacité de Lamar Jackson à lancer le ballon. Ouais, un peu, c'est vrai. Tu vois. Donc s'il faut se lancer sur le pronostic maintenant, je te dirais que j'hésite, parce que Baltimore. Quelle est ta foi dans la capacité de Jackson? Tu vois, je pense que Baltimore peut conserver le ballon, peut être très fort au sol. Et je pense que leur défense peut vraiment beaucoup embêter Josh Allen. Je serais pas étonné que ça se gagne, tu vois, sur un 20-17 ou j'allais te dire plus de 40 points, ça me paraît beaucoup dans ce match. Ouais, je sais pas, ils aiment bien faire des over-under, tu sais, avec le total de points. Moi je dirais que c'est à 45. Ah oui. Tu vois, moi, genre beaucoup, plus ou moins de 45 points sur le match. Je suis même pas sûr, je sais pas ce que je parierais. Un score un peu similaire à la semaine dernière, quoi, que Baltimore a eu la semaine dernière, une espèce de 20-13. Oui, je pense que c'est la config où ils gagnent, hein. Ils gagneront pas à 30 points, hein. Ça, c'est sûr que si Buffalo en met plus de 25, je pense qu'à mon avis c'est pour eux. Compliqué. Je vais dire Buffalo. J'hésite, c'est très très dur. Voilà, sur les limitations quand même de Lamar Jackson qui m'embêtent un peu encore à la passe, je vais dire Buffalo.
J'ai pris Buffalo aussi. Je suis en train de regarder si j'ai essayé de pronostiquer par rapport à Grégory. J'ai essayé de pronostiquer par rapport à Grégory. Voilà. Donc, mais oui, il soutient les Ravens maintenant. Oui, j'ai essayé de pas contre les Titans, mais contre les Bills. D'ailleurs, le point des Bucks, je le prends sur lui aussi, puisqu'il prend les 7. Excellent. Ça va être une catastrophe cette semaine. Donc Buffalo pour nous deux. Oui, honnêtement, je l'ai pas dit, mais je pense que c'est le match que j'attends le plus impatiemment de ce week-end. Parce que c'est un peu plus le style de foot US que j'aime bien, les matchs un peu rugueux comme ça dans le froid de fin de saison, ça va être sympa. Et enfin, dernier match de la semaine, les Cleveland Browns à 12 victoires et 5 défaites, gagnant surprise de la première semaine face aux champions en titre, champions de leur conférence, champions de tout ce que vous voulez, les Kansas City Chiefs à 14 victoires et 2 défaites. On l'a dit, Cleveland un peu invité surprise de ce divisional round, mais qui au vu du match de la semaine dernière sont loin d'avoir volé leur place. Pittsburgh a très 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 mal démarré et n'a pas suffisamment rattrapé le retard pour passer. Ils arrivent face à des Kansas City Chiefs qui évidemment sont largement favoris. Mais est-ce que de ce qu'on a vu la semaine dernière, on peut tirer des éléments positifs et motifs d'espoir pour ce match ? Pour les Browns ? Oui, parce que pour les Chiefs, le match de la semaine sûr. dernière, il était tranquille. Oui, autant pour moi. Pas de problème. Oui. Je pense qu'on dit surprise pour les Browns parce qu'ils s'appellent les Browns, mais si une équipe... Enfin, tu vois, on a eu des équipes de playoffs qui étaient bien plus indigentes que ça ces dernières années. Les Texans, les Raiders, avec Upcar blessé à l'époque, du coup, ils jouaient avec je sais plus qui... avec McGloin. Un truc oui, comme voilà, ça, Matt McGloin. Donc voilà. McGloin. Non, mais il y a des équipes quand même bien plus indigentes qui étaient en playoff. Je pense qu'on est surpris parce que c'est les Browns, mais sur oui, mais qui gagnent un match surtout. C'est ça, moi, le truc, c'est que les Raiders, les Texans, à ce moment-là, ils perdaient. Ouais, mais justement, mais c'est ce que je te dis, ils sont quand même bien plus légitimes et ils l'ont montré, quoi. Ils ont un vrai jeu au sol, ils ont un quarterback qui progresse, ils ont des vrais playmakers en défense. Donc je pense pas que... Enfin, évidemment, c'est la manière qui a surpris, peut-être parce qu'ils explosent les Steelers sur le premier quart, mais en vrai... ils sont pas illégitimes, quoi. Je pense qu'on est tous, encore une fois, à raison, hein. On n'a pas l'habitude de voir les Browns qui gagnent. Je veux dire, c'est notre 10e saison de podcast. On n'avait jamais vu les Browns en playoff. C'est quand même un truc assez dingue. Mais donc voilà, je pense qu'ils sont légitimes. Après, ils ont un énorme problème dans ce match-up, c'est de savoir comment ils vont stopper Patrick Mahomes, parce qu'ils ont battu les Steelers, mais ils ont quand même laissé 553 yards à des Steelers qui ont joué 3 quarts temps. Donc évidemment, ils jouaient une défense un peu plus permissive, parce qu'ils menaient largement au score, et que tu contiens un peu plus, voilà, très bien. Mais, et il manquait Denzel Ward, qui normalement, si on touche du bois, devrait pouvoir revenir. Je crois qu'il était sur la liste Covid. Mais ça reste une très très grosse crainte contre eux. Ils sont 28e pour couvrir les tight ends, les Browns, cette saison. Ils vont jouer Travis Kelce, qui est le 2e receveur de la ligue. Donc immanquablement, ils vont souffrir. Et je pense que là, pour le coup, légitime ou pas, ils ont un énorme problème cette semaine avec ça. Oui, mais on l'a vu, la défense des Chiefs, elle n'a pas toujours été hyper imperméable pendant la saison. La semaine dernière, oui, ils sont aidés par des problèmes défensifs des Steelers, mais les Browns, ils mettent quand même 48 points, c'est pas anodin comme performance. Est-ce que, à l'inverse des matchs qu'on a cités avant, là, on pourrait essayer de partir dans une espèce d'escalade de la violence avec des points marqués de partout Bah, c'est pas impossible, ouais. C'est pas impossible. Après, ça dépend de la tactique. Est-ce que les Browns se font tenter par le cliché du il faut confisquer le ballon, courir beaucoup, faire égrener l'horloge, ce qu'ils savent bien faire. Attention, hein, Chubb et Kareem Hunt, c'est probablement la meilleure paire de coureurs de la ligue. Oui. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, la dernière fois que les deux équipes se sont jouées, ça devait être en 2018, et Hunt avait marqué 3 touchdowns, mais pour les Chiefs. C'était tout à fait en 2018, les Chiefs avaient gagné 37-21. C'est ça. Déjà beaucoup de points. Oui. Non, mais donc, voilà, t'as ce cliché-là qui est de dire on joue une équipe qui marque beaucoup de points, donc on confisque le ballon, on essaie d'être le plus réaliste possible, c'est-à-dire on marque dès qu'on a une occasion, on laisse aucun point sur la table, on perd surtout pas de ballon, et voilà, on la joue comme ça, en mode Giants contre les Patriots au Super Bowl, pour ceux qui l'avaient vu à l'époque. Mais encore une fois, et il y a une opportunité, oui et non, au sens où la défense de Kansas City a été atroce contre la course pendant la première partie de la saison. Ils autorisaient quasiment 150 yards par match, et sur les 9 dernières semaines, ils ont corrigé le tir. Ils sont à plus qu'une centaine de yards par match, même si évidemment quand tu mènes au score, tu neutralises souvent le jeu au sol adverse, hein. Mais je pense que le plan il est là. De toute façon, leur force c'est les coureurs. Il va falloir bourriner avec les coureurs, essayer d'être opportuniste en défense, comme ils l'ont fait d'ailleurs très bien contre les Steelers, hein. À chaque fois qu'ils ont récupéré des ballons, ils leur ont collé des points derrière, ils ont tué le match comme ça. Donc le plan de jeu il est pas foncièrement différent. Il faut t'appuyer sur ces forces là.
Encore une fois, la différence, c'est que contrairement aux Steelers, qui de temps en temps s'oublient complètement, les Chiefs, ils ont alors c'est une autre question, hein, ils ont une vingtaine de jours de repos. Est-ce que ça peut leur jouer un tour au démarrage, ou est-ce qu'à l'inverse, ils arrivent justement affûtés comme jamais? J'ai pas l'impression que ce soit le genre d'équipe qui se repose sur ses acquis. En tout cas, Je pas le pense pas coaching non staff qui te laisse le faire. C'est pas un truc qui me fait vraiment peur, pour être Non, honnête. voilà. Autant la gestion du chrono d'Andy Reid, par moment, ça a été des trucs compliqués, mais la gestion d'un effectif d'Andy Reid, je n'ai pas trop de problème là-dessus. Tu parlais du fait de conserver le ballon pour les Browns et de ne pas le perdre. Ils sont à peu près à égalité avec les Chiefs sur la saison. Ils ont gagné 21 ballons et perdu seulement 16. Les Chiefs, c'est 22 contre 16, donc c'est à peu près le même bilan. Ça veut dire qu'on est capable de voir, on va peut-être voir un match assez propre avec peu de pertes de balles, et chaque perte de balle pourrait se payer cher. Là où tu dis qu'ils doivent essayer de conserver un peu le ballon, je suis pas sûr que face aux Chiefs ce soit toujours la bonne solution, puisque même quand il a très peu de temps et très peu de possibilités, Patrick Mahomes est capable d'avancer. Donc est-ce que il faudrait pas prendre le contre-pied et dire on va bourriner au sol et bourriner dans les airs comme on peut, et puis essayer d'aller vite marquer des points, quitte à ce que lui il marque des points vite, mais bon, comme ça au moins on reprendra la balle derrière et on pourra remarquer. Non mais oui, je pense que c'est pour ça que je te disais est-ce qu'ils vont se laisser tenter. Je pense qu'il faut pas jouer contre nature, tu joues au rythme auquel tu joues. Et comme tu l'as dit, c'est de toute façon ce qui différencie Mahomes justement des Patriots de 2007 ou des choses comme ça, c'est cette capacité à marquer en 30 secondes, quoi. Ouais. Donc dans l'idéal, évidemment, tu prends ton temps pour jouer tes jeux au sol et voilà, mais faut pas non plus jouer contre nature. Une fois, si tu arrives à établir un rythme, suis ton rythme. Donc c'est surtout ça. Mais encore une fois, ça reste un énorme problème avec leur couverture aérienne, même si eux peuvent titiller un peu la défense adverse, même si Jarvis Landry, qu'on n'a pas encore cité, et Baker Mayfield ont fait un très bon match, qu'il a trouvé d'autres joueurs au fur et à mesure de la saison, même son modèle Beckham. Donc il y a plein de choses à faire, et même Chubb avait apporté un peu dans les airs lors du dernier match. Donc il y a des choses à faire. Après, le problème, il reste ça, c'est qu'il faut ralentir Patrick Mahomes. C'est ça. Bon, et puis on l'évoque sur tous les autres matchs, mais là pour une fois, il n'y a pas vraiment débat entre les coachs, puisqu'Andy Reid, c'est quand même 29 matchs de playoff joués, donc 15 victoires. Kevin Stefanski, évidemment, c'est un seul et une victoire. Bon, tu me diras, ça fait 100%. Mais et joué depuis sa cave en plus, hein, parce qu'il était liste Covid, donc c'est joué entre guillemets. Bon, voilà, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Ça fera peut-être une différence aussi à un moment, parce que évidemment c'est un environnement que Andy Reid connaît bien, et du coup il faut te prononcer, Alain, sur le résultat de ce match-là. Je vais pas être très original, je vais donner les Chiefs. Je vais prendre les Chiefs aussi, je pense qu'on sera à peu près tous à le faire dans la rédaction. Voilà pour vos 4 affiches, je vous rappelle, hein, ça c'est dimanche 21h, non si c'est ça, 21h, pour pas vous gourer. On passe à vos questions. J'ai dit n'importe quoi parce que c'était pas 21h, si c'est ça. Les questions, pardon, donc les questions pour une fois il y en a. C'est pas facile. Ouais, non, mais c'est compliqué parce qu'en plus la semaine dernière c'était bien, il y avait encore des matchs à des horaires Attends, je me permets, si tu veux, on les résume les 4. Donc c'est samedi 22h35 Packers Rams. Ouais. Dans la nuit de samedi à dimanche 2h15 du matin Bills Ravens. Dimanche 21h Chiefs Browns, et dans la nuit de dimanche à lundi minuit 40 Saints Buccaneers. Minuit 40, c'est limite un horaire de Super Bowl, comme ça vous serez déjà prêt. Ah, c'est l'horaire du Super Bowl, ouais. Voilà, vous serez prêt pour le 7 février. On passe donc à vos questions. Je les ai prises évidemment sur le site via l'article dédié. La première question de Le Saunier qui dit: question de Madame Pichard de Saint-Ouen. Alors, je ne sais pas qui est Madame Pichard de Saint-Ouen, mais on l'embrasse. Je pense que c'est un clin d'œil aux grosses têtes à l'époque où il donnait les noms des personnes. Peut-être. Mais c'était des jeux de mots. Bravo. Alors là encore, je n'ai pas la référence, mais bravo Alain de l'avoir. Ces dernières années, les Browns ne manquaient pas de talent. Au final, est-ce la plus grande réussite de Kevin Stefanski d'avoir apporté la maturité qui manquait à cette équipe, surtout quand on voit comment elle s'est comportée sans head coach, sans préparation, face à un rival de division prompt au taunting? C'est une bonne remarque. J'aime bien. Oui, non mais on le dit souvent, mais les coachs NFL sont aussi en partie des managers / motivateurs / nounous, hein. Donc non, mais tu vois, ça joue forcément, évidemment. Il y a le côté tactique qui est indéniable, mais c'est des managers, quoi. Disons qu'il y en a qui sont plus ou moins doués pour certains. Je pense que Shanahan, la tactique par exemple, c'est typiquement son truc, et à l'inverse Andy Reid ou Kevin Stefanski, c'est un peu des managers d'effectifs aussi, parce que je pense qu'un Mahomes, t'as pas trop besoin de lui apporter de la tactique, il va s'en sortir.
Question de Grabbit Power. Salut les gars et le daron, j'imagine que c'est moi. Cette année, 3 équipes de l'AFC Nord qualifiées en playoff, ça n'arrivera pas tous les ans. D'après vous, qui passe à la trappe dans les années à venir? Reconstruction des Steelers, blessure de Lamar Jackson, les Browns qui feront du Browns, ou Burrow qui gardera les séquelles de sa blessure? Les Steelers sont les candidats les plus évidents à une chute, au sens où ils ont le quarterback le plus vieux. Oui, je suis d'accord. Et ouais, non, blessure de Lamar Jackson, je vois pas pourquoi ça arriverait particulièrement. Et les Browns ont l'air bien partis, Burrow aussi. Donc non, effectivement, je suis d'accord avec toi. Les Steelers, c'est peut-être l'avenir le moins radieux. Ça veut pas dire pour autant que ce sera terrible. Question de Fidel Gastro. Tiens, justement, les Steelers. Salut la team. À quel point, selon vous, la première défaite en saison régulière des Steelers a pu dérégler la mécanique et faire perdre son momentum à l'équipe? C'est une bonne question. C'est vrai qu'ils étaient quasiment parfaits jusqu'en semaine 14 ou 15. Et que depuis. Non, à 11. Ils étaient à 11-0. 11-0, oui. Okay. Ouais. Et puis derrière, il y a eu des victoires, mais ensuite, c'est vrai que la fin de saison finit mal pour eux, quoi. Ouais, mais tu vois, je sais pas si. Alors, je sais pas si on peut parler de momentum, quoi. Toutes les équipes finissent par perdre, à part une ou deux dans l'histoire. Carolina Panthers. Donc la question est de savoir comment tu gères la défaite. Visiblement, pour eux, c'était pas très bien. Donc voilà, je sais pas s'il y a une histoire vraiment de momentum ou pas là-dessus. Est-ce que ça a plutôt été un révélateur de leur niveau? On était quand même un petit peu précautionneux quand on en parlait de mémoire, j'espère que je dis pas de bêtises, mais ils battaient pas non plus des foudres de guerre, hein. Je regarde un peu leur... Non mais tu vois, sur leur début de saison, ils battent Giants, Broncos, Texans, Eagles, Browns. Alors Browns, ça a été mieux après, ils battent les Titans, Ravens, ça c'est bien, Cowboys, Bengals, Jaguars, Ravens, Washington, et après ils perdent contre Washington. Donc, tu vois, ils avaient battu 2 fois les Ravens et 1 fois les Titans, mais c'était à peu près tout, et les Browns, bon voilà. Mais sinon, il y avait quand même beaucoup de victoires contre des équipes de fond de tableau. Donc, je sais pas, est-ce que ça a été un révélateur et qu'ils l'ont mal encaissé? C'est possible, mais après, on le dit souvent, hein, être au sommet en septembre-octobre, ça sert rarement à quelque chose, et on peut appliquer ce qui vient de demander là aux Seahawks. Hein. C'est vrai, ouais. Même si les Seahawks, c'est souvent la dynamique inverse. Plutôt que de commencer très fort la saison, ils finissent par... ils commencent mal et ils finissent par gagner. Ouais, mais là, cette année, en l'occurrence, ils avaient très bien commencé, notamment offensivement, et puis ils ont piqué du nez après. Hein. C'est vrai. C'est vrai. J'étais en train de retrouver... Non, j'ai dit n'importe quoi. Les Panthers, ils avaient perdu en semaine 15. Leur 15e match, ils n'avaient pas fini à 7-0. Oui. Question suivante de Doxinok, j'imagine. Alors, d'abord, c'est une petite remarque. Pouvez-vous arrêter de mettre les flops de l'émission du mardi à la fin? Ça fait terminer l'émission sur une note trop négative. Et je suis assez d'accord. Moi, quand je fais des podcasts, je mets les flops d'abord et les tops après. Comme ça, on finit par les tops. Ouais, j'y ai jamais pensé, mais pourquoi pas. Mais c'est... Alors là, voilà, je ne fais que remonter les infos. Et alors, deuxième question que j'aime beaucoup. Non, c'est pas bête. Du coup, j'ai été voir la réponse. Le Bronco est-il une race Mustang? Alors, le Bronco, figurez-vous que Wikipédia dit que le Bronco est un nom qu'on utilise pour désigner un cheval indompté. Voilà, donc vous saurez que les Denver Broncos veulent sans doute rendre l'image d'une équipe indomptable, féroce, sauvage. J'ai cru que Doc Skyno qui s'était gouré de forum et qui voulait poser sa question sur equidia.fr, mais... Non, je pense que effectivement c'est ça. Et un cheval à caractère fougueux, voilà. Écoute, je n'y connaissais rien en bourrin, donc... Moi non plus, donc mais voilà. C'est pour ça que je voulais qu'on pose la question. Vous le saurez et vous pourrez vous la péter à votre prochain dîner. Merci à Doc Skynock de nous avoir forcé à apprendre quelque chose. Christophe Touvenin qui nous demande quel offensive coordinator sera le plus indiqué pour remplacer Shotty de son petit surnom à Seattle. Schottenheimer, bien sûr, qui a été renvoyé avant-hier, je ne sais plus. Ce matin là on est mercredi, donc il a été renvoyé mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi. Donc hier ce matin. Quel offensive coordinator c'est pas évident là, j'ai pas tous les candidats en tête. Parce que c'est des postes sur lesquels tu peux faire monter des mecs un peu moins connus, genre des coachs de quarterback ou des choses comme ça, d'autres équipes. Donc il faut voir après, il faut là tu vois, tout à l'heure on parlait de tacticien et de gestion d'hommes, faut peut-être un mec qui soit capable de gérer le mental de Russell Wilson, parce que ça doit pas être facile pour lui tous les jours. Oui, après un mec qui arrive à trouver à faire exploiter le jeu intermédiaire à Russell Wilson. Après j'ai vu passer qu'un truc, alors c'est du Twitter donc j'ai pas la véracité du truc encore, parce que je crois pas tout ce que je lis sur internet. Bravo. Mais un mec qui joue bien avec la taille de Russell Wilson, parce que je voyais un type insinuer sur Twitter que la taille de Russell Wilson aurait une influence en fait physiquement sur sa vue du terrain et que ça le gênait sur les zones intermédiaires. C'est pas impossible, hein. Il est très petit, hein. Alors pour le coup, c'est pas du tout pour faire du name dropping ou quoi, mais pour l'avoir croisé sur les fois où j'ai couvert les Super Bowls, c'est vrai qu'il est vraiment pas impressionnant, Russell Wilson, pour le coup. Il est vraiment pas très grand. Il est bien plus petit que moi. Je sais pas à quelle taille il est marge officiellement, mais franchement il était plus petit que moi. Je fais 1m85 et il était bien plus petit que moi.
Je pense qu'il s'il fait 1m80, c'est le bout du monde. Je pense qu'officiellement, il doit être à 1,78 ou 1,80. Russell Wilson, d'après le site très Je crois qu'il sûr fait un Wikipédia, 78, non, on me ou, dit 1m80. Ouais, bah c'est... Ouais, Il est à il peine fait pas plus grand plus. que moi, quoi. Il fait pas plus d'1m80. Et quand on voit que les linemen, ils font quasiment 2 mètres, bah... Ça fait 20 cm de moins, le calcul est vite fait. Donc, je dis pas que ça explique totalement le fait qu'il joue qu'en profondeur, hein. Attention, il sait jouer sur des zones intermédiaires. Oui. Mais en tout cas, il faut trouver quelqu'un qui l'aide à exploiter les zones intermédiaires et avoir en tout cas, il faut un coordinateur qui ait une vision complète et équilibrée du football américain, quoi. C'est vrai. Question de Dirty Fighter, j'aime bien cette question. En 2018, lors de la dernière saison de Blake Bortles chez les Jaguars, vous disiez que les Jaguars étaient à un QB près d'être un prétendant au titre. A priori, Lawrence sera le QB des Jaguars l'an prochain et il est, entre parenthèses paraît-il, très très fort. Mais est-ce que les Jaguars ont toujours un supporting cast digne d'un prétendant au titre? Si ce n'est pas le cas, quels sont les changements ayant modifié la donne? J'aime bien parce qu'effectivement, on a eu cette image à un moment des Jaguars en se disant c'est con parce qu'ils pourraient faire un truc avec un vrai quarterback. L'an prochain, si Lawrence est là, ça va aller mieux, mais j'ai plus l'impression que ce soit le cas. Ah bah oui, mais en fait, entre-temps, ils ont décimé la moitié de leur effectif pour l'avoir, Lawrence. Parce que ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus Calais Campbell, il n'y a plus Jalen Ramsey, il n'y a plus Yannick Ngakoue. Il n'y a plus Edge Bouillet, il n'y a plus Léonard Fournette, c'est secondaire. Je crois qu'Allen Robinson était dans cette équipe aussi. Il n'y a plus les quand Allen, effectivement. Voilà, donc bah, ils ont bazardé une bonne partie de leur effectif. Léonard Fournette, tu l'as dit? Oui, Fournette aussi. Bon, c'est pas pour l'apport énormissime qu'il avait, mais surtout en défense. Je veux dire, ils avaient une défense qui était une des meilleures défenses de la ligue. C'est pour ça qu'ils vont en finale de conférence avec Blake Bortles. Souvenez-vous, et qu'ils ne jouent pas. Voilà, c'est pas Blake Bortles qui les porte en finale, hein. Donc c'est la défense et ils ont complètement bazardé cette défense. Donc c'est ce qui change et qui fait qu'aujourd'hui ils peuvent sélectionner Allen. Tout à fait. Ils ne jouent pas, souvenez-vous, avant la mi-temps, ce coup de pied. Ils font n'importe quoi. Question de Chabaloutre. Salut l'équipe, dans l'émission Débrief Wildcard, vous disiez que les Rams étaient à incuber de devenir une équipe vraiment forte. Quelles sont leurs options? Décidément, les questions se ressemblent. C'est vrai que alors il précise le contrat de Goff est énorme et me semble difficile à casser. Monter un échange, est-ce vraiment réalisable? Ils ont un GM qui est hyper agressif, donc rien serait surprenant, mais c'est très très compliqué de se sortir du contrat de Goff. Donc moi je crois qu'on l'avait dit aussi, c'est essayer de trouver un mec au 2e, 3e tour de la draft que tu peux peut-être ou si t'as un coup de bol tout en fin de draft, mais je crois qu'ils ont pas leur choix. Non, ils ont pas leur choix de draft en plus parce qu'ils vont aux Jaguars le premier tour. Donc essayer de trouver un mec 2 3e tour et essayer d'avoir un peu de bol et si McVay est un magicien des quarterbacks. Ils ont fait venir qui? C'est le draft le trade de qui leur offre ce premier choix? C'est pour Jalen Ramsey. Jalen Ramsey, je crois aussi. Et il précise un fauteuil de 5 heures pour le Super Bowl, s'il vous plaît. Ah, oui, parce que j'ai demandé aux gens de donner la durée qu'ils veulent du fauteuil. J'ai vu un 4h30 aussi qui passait. Ouais, bah là on est en plus, bon je le dis, je suis transparent aux auditeurs. À la base, en plus, moi je disais ça en espérant que j'aurais des gens autour de moi, c'est-à-dire que l'équipe du podcast pourrait se déplacer pour venir. Vu qu'on sait absolument pas dans quelles conditions sanitaires on sera d'ici au 7 février, le défi a grandi de heure en heure parce que je suis en train de me dire que là je dis aux gens demandez-moi de faire 3 heures et tout et qu'en fait je vais être tout seul. Donc ça va être incroyable. Il y aura ton chat à la rigueur, mais c'est tout. Oui, bah je crois que là il va vraiment falloir que je fasse venir le chat en guest. Question de M16. Alors 2 questions. Si on enlève les Chiefs de l'équation, est-ce que la course au titre est totalement ouverte? Moi j'ai envie de dire oui. Pour une fois, tous les matchs sont à peu près serrés et sympas, même déjà la semaine dernière je trouvais. Donc en tout cas c'est une année dure à pronostiquer et tant mieux. Après, moi j'ai envie d'être positif et de te dire que même avec les Chiefs, elle est totalement ouverte. Personne n'a réussi le doublé depuis 2005, ou non, c'était 2004-2005 ou 2003. Les Patriots, c'est même avant, c'est 2002-2003 je crois. Ils gagnent le Super Bowl en 2001, il y a une année de trou, et donc après c'est 2003-2004, non plutôt? Peut-être. Oui, mais parce que tu comptes l'année où le Super Bowl se joue, mais je crois que c'est la saison 2002 et la saison 2003. Oui, pardon, moi je compte l'année où le Super Bowl se joue. Ils nous cassent les pieds avec ça, du coup c'est trop confusant à chaque fois. Oui, non, d'ailleurs je te dis une ânerie, ils gagnent leur premier Super Bowl l'année 2002, parce que c'est après le 11 septembre. C'est ça. Donc 2002, le trou en 2003, donc ils gagnent 2004-2005. Et deuxième question, qu'avez-vous pensé, sans langue de bois s'il vous plaît, mais ce n'est pas le genre de la maison, des animations Nickelodeon? Je les ai pas toutes vues, mais les replays c'était rigolo. Si j'avais eu 12 ans, j'aurais trouvé ça cool, je pense. Ouais, je l'ai pas vu en direct, mais c'est moi qui ai fait l'article sur le site. Oui, c'est rigolo. Après, je sais pas comment je l'aurais supporté si j'avais maté le match en direct. Est-ce que c'est un peu... Mais en fait, je me demande, parce que j'ai vu que des replays, mais les incrustations, genre genre tu sais quand le mec court et tout ça, il le faisait que sur les replays ou sur le direct? Ah non, oui, non, parce que replay, c'est infaisable d'incruster comme ça, on est d'accord. Ouais, bon, d'accord, donc c'était juste sur les replays. Oui, non, mais ça avait l'air rigolo. Après, oui, je suppose que c'est plus destiné à un public jeune. Donc
Oui. Et accessoirement de la couverture par la chaîne L'Équipe. Je n'ai pas vu le match sur la chaîne L'Équipe, mais on ne peut pas se plaindre qu'une chaîne de la TNT diffuse de la NFL en clair. C'est toujours une très bonne chose pour l'exposition de ce sport. Bah, tout pareil. Je l'ai pas vu non plus, donc je peux rien dire. Mais en effet, on est très content. Je crois qu'ils ont pris le pli nord-américain de mettre de la publicité à chaque fois qu'il y avait un temps mort. Alors ça, en l'occurrence, j'avoue que ça m'aurait pas forcément plu. Mais je comprends, il faut qu'ils rentabilisent les droits aussi, ça fait partie du jeu. Ah bah oui. Non mais encore une fois, je veux dire, nous on est très contents, plus il y en a en clair, mieux c'est, ça fait plus de gens qui découvrent. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a ils ont encore un match cette semaine, ils ont peut-être le dimanche 21. Ah non, ils ont le premier. Le Packers Rams, très bien, bravo. On a mis le programme télé sur le site, si vous voulez, il y a toutes les chaînes même de Bein et tout, on met tous les programmes. Bravo nous. Ouais. Et enfin, dernière question de Sapousse. Salut l'équipe, les Browns ont mis 18 ans pour rejouer les matchs éliminatoires. Selon vous, laquelle de ces 4 équipes retrouvera les playoffs en premier? Lions, Jets, Jaguars ou Bengals? Merci pour ces podcasts de qualité et continuez ainsi. J'ai envie de dire les Bengals, mais leur division est quand même compliquée. Ouf. Alors attends, Giants, Jaguars, Jets ou Bengals? Ah oui, il y avait les Lions aussi. Non, les Lions, c'est mal barré. J'essaie de penser en termes de division déjà, qui a les calendriers les plus durs. Bah, les Lions, ils ont les Packers dans la division, donc tant qu'Aaron Rodgers est là, c'est compliqué. Ouais. Jets, il y a les Bills et les Patriots qui sont quand même pas évidents, et puis les Dolphins qui ont l'air sur une meilleure forme aussi. Ouais, non, c'est pas évident. Non, c'est dur. Mais les Bengals, moi, j'ai envie de croire que Joe Burrow peut apporter de la magie du côté de Cincinnati. Moi, je vais faire le fifou, je vais dire les Jaguars. Ouh. Allez, avec Trevor Lawrence. C'est Trevor son prénom? Ouais. C'est là qu'on voit que je suis beaucoup la draft et la oui, t'es au taquet, hein. Ouais, bah attends, franchement, je connais lui et je connais Sudfeld, Ned Sudfeld. Non, Nate Sudfeld, c'est le 3e quarterback des Eagles qui a déjà joué cette année. Ah non, alors c'est Justin Fields. C'est ça, du F, du L, du D, du Fields, Justin Fields, voilà. Qui sera quarterback des Jets l'an prochain. J'improvise. Je crois que c'est tout. Mais oui, c'est tout. C'est tout à fait comme ça que se termine le podcast 401. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le site, bien sûr, sur les réseaux sociaux. C'est TD Actu sur Twitter et Facebook. C'est Touchdown Actu en entier sur Instagram. Et pour le site, avec les news, les résumés, les chroniques, c'est tdactu.com. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter. En l'occurrence, Alain, c'est @AlainMattei et moi, c'est @RaoulVDG. Et n'oubliez pas surtout de rejoindre tous les gens qui nous soutiennent sur Tipeee et on les en remercie si vous voulez apporter votre soutien au site Tipeee, tipee.com. Merci Alain. T'as un 3e E même, je crois. Ah ouais. Depuis le début, je l'écris mal. Avec 3 E. Alors, vérification en direct. Il y a le lien, vous allez sur le site, il y a une rubrique nous soutenir dans le menu. Et c'est 3 E, tout à fait. Voilà. T-I-P-E-E. Mais il y a juste à cliquer sur nous soutenir dans le menu. Oui, ça va plus vite, vous perdez pas. Voilà. Merci beaucoup Alain. Merci à toi. Et on se retrouve, alors attention, changement d'horaire du coup, pour le fauteuil, c'est dimanche à 20h, ce sera pas encore un fauteuil de 3h, ce sera pour l'instant 1h, mais dimanche à 20h dans le fauteuil avec Alain Mattei, comme chaque dimanche. À bientôt. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.